Donc 6 000 enfants arrachés pour beaucoup à leur terre, parfois à leurs parents, c'est la première étude aussi précise qui dévoile ces chiffres. Oui, le rapport de l'université de Yale avec l'Observatoire des conflits parle, vous l'avez dit, de plus de 6 000 enfants ukrainiens, des garçons et des filles, emmenés en Russie. Les plus jeunes sont des nourrissons de seulement 4 mois, les plus âgés ont 17 ans. Parmi eux, il y a des orphelins, mais pas seulement, David. Beaucoup d'entre eux vivaient avec leurs parents dans les régions ukrainiennes conquises par la Russie. Le Donbass, par exemple, mais également Zaporijjia et Kherson. Certains de ces parents ont donné leur consentement pour emmener ces enfants en Russie. On le sait dans ces régions, beaucoup sont russophones, voire même pro-Kremlin. Mais d'autres enfants ont été arrachés, emmenés de force, sans l'accord de leur famille. Alors où sont emmenés ces enfants précisément? Est-ce que cette étude, enfin c'est une des plus-values de cette étude qui donne des indications assez précises? Ouais, ces enfants sont emmenés dans des camps, David, et selon la terminologie russe, dans des camps de vacances. Le rapport de l'Observatoire a recensé 43 lieux en Russie, une dizaine près de la mer Noire, 7 camps en Crimée. Les autres sont souvent beaucoup plus loin, à des centaines, voire des milliers de kilomètres de la frontière ukrainienne, près notamment des villes de Moscou, Kazan ou encore Yekaterinbourg. Le plus lointain se trouve même ici. Regardez, dans l'oblast de Magadan, nous sommes à 7000 km de la frontière ukrainienne. Alors à quoi ressemblent ces centres? Eh bien, regardez, l'un d'entre eux a été retrouvé par les chercheurs américains. Nous sommes à Krasnodar, vous le voyez, non loin de la Crimée, près de la mer Noire. Un grand complexe avec plusieurs bâtiments, vous le voyez, notamment plusieurs terrains de sport. À première vue, c'est un immense centre de loisirs. C'est d'ailleurs ce qu'il est initialement. Il peut accueillir 300 enfants, sauf qu'à l'intérieur, on est bien loin de l'amusement. Les enfants ukrainiens y reçoivent des cours intensifs, dit-on, des cours d'endoctrinement pro-russe selon l'Observatoire. Des professeurs leur apprennent la langue russe, des chants russes, l'amour de la patrie pour la Russie. Encore plus effrayant, à partir d'un certain âge, regardez, les enfants suivent même un entraînement militaire Kalachnikov à la main. Selon le rapport, ces enfants ont interdiction de communiquer avec leurs parents en Ukraine. Les téléphones portables sont proscrits. Quel est l'avenir de ces enfants? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Alors là-dessus, le rapport de l'Observatoire n'est pas définitif. Certains rentrent chez eux, mais pour d'autres, ils sont retenus de force. Le rapport donne un exemple très concret. Une mère a envoyé sa fille pour qu'elle se repose. Une fois que le retour de sa fille a été suspendu, la mère a obtenu le numéro de téléphone du directeur du camp. Le directeur lui a dit que sa fille ne serait pas renvoyée en Ukraine. Enfin, certains de ces enfants sont présentés comme orphelins, sont placés dans des familles d'accueil aux 4 coins de la Russie. C'est le cas d'Ania, regardez, 14 ans, une Ukrainienne qui s'est échappée cet été d'un de ces camps. Elle a été rattrapée par les autorités russes avant d'être placée de force dans une famille près de Moscou. Le New York Times l'a retrouvée et elle témoigne. Je ne voulais pas y aller, personne ne m'a demandé. On lui propose à Moscou la nationalité russe. Elle répond « Je ne veux pas, mes amis et ma famille ne sont pas là ». Avec l'aide des journalistes américains, Ania a réussi à reprendre contact avec sa mère en Ukraine, mais on ne sait pas aujourd'hui si elle a réussi à la retrouver et surtout si elle a quitté la Russie. Alors 2 points encore. Pour l'Observatoire, il ne s'agit pas d'initiative locale, il s'agit, et là-dessus les auteurs sont formels, d'un projet national. Oui, tout part du plus haut sommet du Kremlin, David, avec une tête d'affiche, Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits des enfants. Elle prend en charge personnellement le programme. Elle a 38 ans. C'est une très proche du président russe Vladimir Poutine, mère de 10 enfants. 5 d'entre eux sont adoptés, dont un Ukrainien, justement, grâce à ce programme. Et elle n'hésite pas d'ailleurs à se vanter de cette adoption. Elle l'a encore fait aujourd'hui, il y a quelques heures, avec Vladimir Poutine, lors d'une séquence diffusée à la télévision d'État. Regardez. Сами ребенка усыновили из Мариуполя, да? Да. Владимир Владимирович, благодаря вам. Маленький. Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что совсем же справимся, правильно? Конечно.
Alors cette propagande pour promouvoir ce programme, je cite, d'adoption, Maria Lvova-Belova le connaît parfaitement. En juillet, elle avait d'ailleurs accueilli des dizaines d'enfants présentés, vous le voyez, comme des orphelins venus en quart d'Ukraine. Et devant les caméras, elle assume le programme. Очень важно, чтобы дети чувствовали себя на территории России полноправными, полноценными членами Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, но при этом, естественно, Донецкая Народная Республика остается для них родной и любимой. И мы не говорим об усыновлении, мы говорим об опеке и попечительстве, да, что позволяет сохранить нам кровное родство этих детей с близкими, которые остались на территории, и вообще с привязанностью к своему родному краю. Sauf que cette promesse de garder le lien de parenté avec l'Ukraine, d'après les témoignages recueillis par l'Observatoire, est loin d'être respectée. Toute dernière chose, et c'est un point important aussi, est-ce que ce programme constitue un crime de guerre? Oui, David. Et c'est un point que l'Observatoire relève, bien sûr. C'est écrit d'ailleurs noir sur blanc dans la Convention de Genève. Les parties à un conflit armé non international ne peuvent ordonner le déplacement de la totalité ou d'une partie de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent. La Russie explique bien sûr, on l'a compris, que c'est pour protéger ses enfants qu'elle a créé ce programme. Merci Quentin. Anne, quand la Russie explique qu'il s'agit de protéger ses enfants des suites de la guerre, et à la lecture de ce rapport, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Que le phénomène est à la fois effrayant et monstrueux, et que la propagande est exactement la même chose, effrayante et monstrueuse. C'est présenté par Vladimir Poutine et par les Russes comme une opération humanitaire, ce qui est absolument tout à fait faux et complètement effrayant. Alors, à la question, est-ce qu'on a un projet national? Est-ce qu'on a une politique? Est-ce qu'on a une stratégie russe? Moi, je réponds clairement oui à la question. C'est le sens du rapport fait par l'université de Yale que vous avez évoqué et qui est tout à fait remarquable. Il n'est pas tout à fait le premier à avoir dénoncé ce phénomène. D'abord, les autorités ukrainiennes l'ont dénoncé à maintes reprises depuis en fait le début de l'invasion. Probablement, c'est un phénomène qui remonte d'ailleurs à 2014. Mais qui s'est accentué depuis février dernier. Et il y avait déjà eu, il y a quelques mois, un rapport d'Amnesty International. Et c'est vrai que celui-là est vraiment global et assez exhaustif. Absolument, et il va plus loin que celui d'Amnesty. Alors, en fait, quel est le but des Russes? Mais le but des Russes est exactement dans le sens de celui de la guerre menée à l'Ukraine. M. Poutine, on l'a dit, ne croit pas, il nie l'existence de la nation ukrainienne, du sentiment national ukrainien. Et donc, ce qu'il veut, mais il l'a dit explicitement dans ses discours au début de l'invasion, il veut désukrainiser, il veut dénazifier. Et dénazifier, en réalité, ça veut dire désukrainiser, une désukrainisation. Et donc, on fait de ces enfants ukrainiens des Russes. Et en fait, les Russes ont une longue habitude de faire ce genre de choses, parce que rappelons-nous que, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale et l'annexion des pays baltes, il y avait déjà eu une grande opération de déportation des populations baltes qui ont été envoyées en Sibérie, et une opération de population pour soviétiser et russifier les pays baltes. C'est très exactement ce que font les Russes aujourd'hui, avec un enjeu qui pour eux est important parce qu'ils contrôlaient les pays baltes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que là, ils ne contrôlent pas tous les territoires qu'ils ont annexés. Donc pour eux, l'enjeu, c'est absolument de contrôler et donc de mettre des populations qui leur sont totalement... Et quand vous entendez que certains de ces parents, mais sans doute russophones, sont d'accord pour que leurs enfants... Non. Le rapport, pardon, David. Non, mais je fais exprès d'essayer de poser toutes les questions. Certains parents, à un moment donné, étaient d'accord pour des questions de sécurité ou autres que leurs enfants, d'être séparés de leurs enfants, mais ce ne devait être que temporaire. Et ils devaient rester en contact avec leurs enfants. Or, rien de tout cela ne s'est passé.
On ne les a pas laissés rester en contact avec leurs enfants, et c'est pas temporaire, c'est définitif. Et donc, il y a là quelque chose qui est véritablement monstrueux. Votre regard, Dominique? Oui, simplement, le nettoyage ethnique est une pratique... Là, vous parlez de nettoyage Bien ethnique. sûr, c'est du nettoyage ethnique. Alors moi, j'ai vécu ça en ex-Yougoslavie, entre les Bosniaques, les Serbes, les Croates. Il y avait des échanges de populations comme ça. Et pour revenir aux événements historiques dont vous parliez, je rappelle que Kaliningrad n'est russe que parce qu'il y a eu un nettoyage ethnique. Tous les Allemands ont été virés de Kaliningrad et ont été remplacés par des populations russes. Il m'est arrivé, en étant en Russie à Kazan, d'être abordé par quelqu'un qui m'avait repéré parce que j'étais rentré dans une église et que je faisais mon signe de croix à la façon catholique. Et il vient me voir et il me dit « Mais moi, je suis descendant lituanien, ma mère a été déportée ici. Et donc, je rencontre quelqu'un qui vient un peu du même monde que moi, vous voyez. Donc, Kaliningrad, on rappelle que c'est ce petit morceau de territoire russe au cœur de l'Europe, qui a des frontières avec la Pologne, avec la Lituanie. C'est une enclave. Voilà. Et c'est un sacré sujet géostratégique. D'ailleurs, c'est une enclave russe au milieu de l'Union européenne. Et cette enclave n'est due qu'au fait qu'il y a eu un nettoyage ethnique. Oui, Jean. Juridiquement, ce que font les Russes, c'est un élément constitutif du crime de génocide. Parce que le génocide, ça consiste à effacer les gens physiquement, mais aussi la culture d'une nation. Et prendre des enfants pour en faire des petits Russes, leur apprendre le russe, les transformer, c'est un élément du génocide. C'est pas seulement du nettoyage ethnique, en l'occurrence. Donc ça peut aller très loin. Et là, ça implique la responsabilité directe, si on arrive à prouver que c'est Poutine qui a donné l'ordre de déporter ses enfants et de les russifier en question. Ça sera un des éléments du tribunal spécial. Vous savez que l'Union européenne travaille avec les États-Unis actuellement à la création d'un tribunal spécial au sein des Nations Unies, qui sera chargé de juger le crime d'agression, mais aussi les crimes de génocide de Vladimir Poutine après la guerre. Et ça, c'est d'une gravité extrême. Faut pas, c'est pas seulement des enfants qu'on éloigne de la guerre, c'est vraiment, on tente de les transformer. Je vous rappelle par exemple en Amérique latine, vous rappelez au moment du coup d'État en Argentine ou au Chili, une des pratiques des généraux argentins et chiliens, c'était de prendre les enfants, c'était une doctrine, ce qu'on appelait la doctrine de sécurité nationale. On prenait les enfants des gens qu'on soupçonnait d'être des gauchistes, on tirait une balle dans la tête des parents après les avoir torturés, et on donnait ces enfants à des familles d'officiers qui voulaient les éduquer. Là, ce qui peut surprendre, voilà. pardonnez-moi, c'est que la Russie ne cherche pas à le masquer, ne cherche pas à le dissimuler. Non. Elle l'assume. Elle en fait même presque, on a le sentiment, quand on voit cet entretien entre cette ministre et Vladimir Poutine, elle en fait presque un motif de fierté. Mais tout à fait. Alors, le but est de montrer ces images, puisque je pense que un des objectifs est de porter un coup au moral des Ukrainiens. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Un des moyens pour les Russes d'atteindre leurs objectifs de guerre, c'est de réduire le moral des Ukrainiens, qui est le fer de lance de leur armée, finalement, derrière les matériels qu'ils utilisent. Donc, prendre les enfants, c'est évidemment un moyen de terroriser une population. Et si ce programme est amené à être étendu, évidemment que les Ukrainiens auront peut-être un peu moins de motivation à poursuivre la guerre. Mais c'est comme les viols, c'est pareil, parce que les viols, quel est le but du viol de guerre ? Ce ne sont pas des viols sexuels au sens, vous voyez, du plaisir, etc. Non, c'est de montrer aux hommes ukrainiens qu'ils n'ont pas été capables de protéger leurs femmes. C'est ça le but du viol de masse. Et on a vu dès le 24 février que les troupes russes ont commencé à violer en masse les femmes ukrainiennes. Ça faisait partie, vous avez 1000 fois raison, de cette façon, de cette volonté de casser le moral des Ukrainiens et de l'armée ukrainienne. Merci. Merci, Général Trinquant. Merci, Guéric Poncet. Merci, Jean. Merci, Anne, d'avoir animé 24 heures.